Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver sur Canal 2 International pour votre programme L'invité de la semaine qui reçoit une figure emblématique de l'audiovisuel en Afrique et plus connue au Cameroun ainsi qu'en Côte d'Ivoire. Et c'est avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'honneur que nous le présentons comme notre invité de la semaine aujourd'hui. Le grand frère Yves Dembella, bonsoir. Bonsoir Lille. Comment vous allez? En parfaite harmonie, Dieu merci. Et toi? Moi je vais super bien. Ça se voit. Vous êtes au Cameroun pour le Salon international de l'audiovisuel du Cameroun. C'est la deuxième fois que vous participez. Impression après 2 participations? Je suis heureux de voir que Yolande a tenu son pari, celui de réunir non seulement les grands hommes des médias africains, mais aussi quelques personnalités des médias camerounais, disons celles qui ont bien voulu se prêter au jeu, puisque certaines sont réticentes. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi. Deuxième édition, édition de l'avance vers la maturité. Donc je ne peux qu'être heureux de participer donc à cette aventure qui sera très très grande dans quelques années. Ça vous fait quoi de revenir chaque fois au Cameroun? Écoute, moi je n'espérais même pas revenir parce que je me suis dit il y a des vagues, puisque en nombre de médias, je ne sais pas, déjà au Cameroun, on est sûrement dans la centaine d'hommes de médias. L'Afrique aussi, quand on regroupe tous les pays francophones, on est à peu près à cette hauteur estimée. Donc le fait d'avoir été sollicité de nouveau, je me suis dit waouh, quel honneur. Donc je suis venu avec empressement, malgré les obligations à Abidjan, la finale de Miss Côte d'Ivoire qui arrive et des événements que je prépare. En plus de ça, mes activités de paysagiste, ce qui explique un peu, voilà, donc je fais de beaux jardins. Nous sommes très heureux de vous avoir. On va profiter suffisamment de votre expérience. On va vous sucer, comme on dit. Je le disais tout à l'heure, vous êtes une figure de référence du paysage de l'audiovisuel ivoirien. Vous êtes camerounais et pourtant, c'est en Côte d'Ivoire que vous avez trouvé le terrain propice pour faire exploser votre talent. Expliquez-nous un peu cette contradiction-là. Moi, je me considère comme un panafricain. Déjà, quand j'étais petit, je mentais que j'avais des origines guinéennes. Oui, et comme par hasard, Dieu fait tellement bien les choses. La Guinée, aujourd'hui, fait partie de mon pays de cœur. Parce que mon meilleur ami est guinéen et puis j'ai des personnes qui me sont chères, qui sont de la Guinée. Voilà, donc j'ai toujours eu cette notion de panafricanisme. Et même quand j'ai grandi, on était entouré de Sénégalais, de Congolais, ainsi de suite. Donc, on a eu un peu cette Afrique en miniature. Et en plus, en tant que papa, j'ai des enfants originaires de plusieurs pays africains. Donc j'ai 4 enfants, j'ai des enfants de 4 mamans différentes de pays africains. Donc ce n'est pas une surprise pour moi d'être camerounais et d'exploser. Mais pour corriger légèrement ton affirmation, j'ai commencé déjà au Cameroun avant d'aller de l'autre côté, justement quand on m'a chassé. En 93. Cet épisode où on n'aime plus en parler. La Côte d'Ivoire m'a ouvert les bras comme ça. Et aujourd'hui, je lui dois tout. Mais comment vous avez réussi à vous imposer en Côte d'Ivoire, venant du Cameroun, avec tout ce qu'il y avait comme soubresaut, allez vous imposer dans un pays, peut-être entre guillemets étranger? Alors, moi je suis aujourd'hui l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire dans le monde entier pour parler justement de l'hospitalité de ce pays. Quand on voit les petites guéguerres sur la toile entre influenceurs camerounais et ivoiriens, on a l'impression que c'est la guerre. Mais la CAN s'est déroulée récemment. Les Camerounais et Ivoiriens se chahutaient sur la toile, mais vous n'avez pas appris qu'un Camerounais a été bastonné là-bas ou a été molesté ou tué. Donc ce sont des querelles de la toile qui restent au niveau de la toile. Et la Côte d'Ivoire a ceci de particulier que c'est un pays ouvert, c'est un pays hospitalier. Ce sont les États-Unis d'Afrique. J'arrive quelques années après, je commence à présenter des événements de chefs d'État, des premières dames et chefs d'État. Ça a commencé. Célèbre présentateur de Miss Côte d'Ivoire. Présentateur de Miss Côte d'Ivoire pendant 14 finales. Je ne sais pas si dans un pays africain, on a un étranger qui présente des événements aussi importants. J'ai présenté les soirées de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, des cérémonies des présidents. Donc voilà, on n'a jamais regardé ma nationalité et dit non, lui c'est un Camerounais. Donc je suis donc très heureux et honoré par cette marque d'estime de la Côte d'Ivoire et je lui dois tout à ce pays. Voilà, donc c'est grâce justement à cette ouverture d'esprit
qu'on a pu doucement, avec la patience, arriver à la petite place qu'on a aujourd'hui dans ce pays. Et vous avez un grand cœur. Pendant la dernière CAN, on a vu que tous les Camerounais et bien d'autres pays qui venaient passaient forcément à votre émission avec une certaine humilité. On se demandait, mais waouh, après autant d'années, plus de 30 années de carrière, comment il réussit à être aussi, 35, il réussit à être aussi humble? Ouais, on n'a pas le choix. Il n'y a pas de cimetière au ciel. Nous tous, on nous enterre là. Donc, si tu intègres cette donne dans ton esprit, tous les matins quand tu te lèves, si ta tête a grossi, tu la masses pour qu'elle reste petite. Et puis, je pars d'un fait, pour avoir la chance de côtoyer des grosses fortunes, on n'est rien, on a juste une visibilité. Notre richesse, c'est nos noms. Mais tu as des gens qui n'ont aucun nom, aucune notoriété, mais qui peuvent te payer 1 million, 2 millions pendant 20 ans, tous les jours. Voilà, qui ont des fortunes inestimables, tu vois ce que je veux dire. Donc, pourquoi allons-nous croire que nous sommes le centre du monde? Nous sommes que des petites personnes et nous devons rester à nos places, savoir rester à nos places, même si de temps en temps les gens nous déroulent le tapis et nous mettent un peu en avant, quoi. Donc l'humilité, moi je pense que c'est la première chose que je cultive tous les jours. Tous les matins quand je me lève, je me dis, Yves, ne rentre pas dans cette connerie de penser que tu es important, de snober les gens, de te croire le plus fort. Non, même en radio, je dis toujours, je suis le plus nul. Voilà, et si des gens trouvent que je suis bon, je leur dis merci, quoi. Moi, j'ai été bluffée dès le premier contact ici parce que d'autres personnes vous regardent de haut lorsque vous êtes jeune dans le métier. Donc du coup, mais avec vous, c'était tellement bluffant que je me suis demandé, mais c'est le vrai Yves de Bella? Il y a des jeunes, je ne te coupe pas la parole, je vais juste, parce que je suis vieux, j'oublie vite. Je vais juste te rappeler qu'il y a des jeunes que j'ai connus qui n'étaient pas, qui rêvaient de faire de la radio ou de la télévision, à qui j'ai donné leur chance et qui sont devenus plus stars que moi, plus riches. Bon, moi je ne suis pas riche, mais qui ont gagné de l'argent. Vous avez vu ici au SINAC, puisqu'on parle, on est au SINAC, le jeune Abdoul Kaba, je l'ai connu, il était avec peut-être 16-17 ans. J'ai cru en lui, j'ai eu donné la possibilité de présenter un événement pour lequel j'étais parti. Aujourd'hui, il est bankable. Moi, il m'a reçu au Congo en 2021 pour me remercier pour tout ce que j'ai fait pour lui. Mais j'étais heureux de voir ce jeune. Donc, quand quelqu'un pense, parce qu'il a une visibilité ou bien une audience, que les autres sont petits, mais les petits demain seront plus grands que lui. Donc voilà, et moi je suis plutôt dans la posture d'accompagnement. Et comme ça, quand la personne réussit, c'est ta réussite aussi. Tout à fait. Et vous êtes fier de regarder tout cela. Et puis celui qui a eu le culot de te snober, c'est que c'est quelqu'un qui a mal aux yeux. Sinon, ta beauté devait l'obliger à être... J'espère qu'il regarde, hein, parce que là, vous êtes à 35 années donc, de carrière et vous avez réussi à vous maintenir au top. Quels sont les moteurs de cette longévité et de cette performance-là? C'est mon marabout. Mon marabout. Il est africain ou bien il est ivoire? Attends, je vais te le montrer, mon marabout. Déjà, il est là. Voilà, il est là. Vous êtes un fervent croyant. Voilà, il est encore là. Voilà. Dieu et Dieu seul. C'est lui mon marabout, c'est lui là, c'est lui. Donc c'est à lui que je confie tout. Et comme je dis souvent, je ne suis pas le plus talentueux, je suis juste le plus chanceux. Parce que des fois je suis assis devant ma télévision, je vois des animateurs ou des animatrices qui ont un talent impressionnant. Et quand je vois les opportunités que Dieu me donne, je me dis il n'y a que ce miracle divin qui fait qu'on est sous les feux de la rampe depuis tant d'années. Ça fait, je crois qu'en termes de notoriété, je suis l'un des plus anciens, quand même, avec des frères comme Léonard Châtelain, Pascal Pierre, c'est de temps en temps. Voilà, donc Dieu merci de m'avoir donné cette grâce-là d'être toujours au top. Parce qu'on peut être là, mais les gens vous tournent la page aussi. Ouais. Un peu comme les autres, hein, il y a certaines personnes de votre génération qu'on a forcément oubliées et qui n'ont véritablement pas cette chance aussi d'être là. Alors vous êtes à la fois au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui fait la différence en ce qui concerne le paysage audiovisuel camerounais ivoirien? Mais la différence, finalement, il n'y en a plus. Puisque au début, il y avait la libéralisation en Côte d'Ivoire, au Cameroun, qui n'existait pas en Côte d'Ivoire.
Aujourd'hui, donc, les médias sont ouverts aussi bien en Côte d'Ivoire qu'au Cameroun. Les talents sont aujourd'hui, ils se valent. À l'époque, les Ivoiriens rêvaient en entendant, regardant Denise Epoté, Amobé Mévégué, Alain Foka. Déjà à l'époque, Georges Collinet, je ne sais pas si tu étais déjà né, sur la Voix de l'Amérique. La Voix de l'Amérique. Voilà, il y a des filles comme celle qui est sur TV5 Monde, qui présente le journaliste Lauretia. Voilà, donc on a une diaspora incroyable en termes de médias. Quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, il y avait Éric Mambou de Reggaeté Mémoire, donc, qui était déjà installé dans l'esprit des gens et tout. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression, hein, vraiment, je ne sais pas si je me trompe, que la situation s'est inversée. Le Cameroun regarde désormais ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Quand je vois le succès que certains animateurs ont au Cameroun, j'ai l'impression que la tendance est en train de s'inverser, ou elle s'est inversée, comme la musique. Hein. À l'époque, quand j'arrivais en Côte d'Ivoire en 93, Petit Pays était numéro 1 de tous les artistes confondus. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est... au Cameroun, c'est... Voilà. Mais par contre, nous, ici, on se dit qu'il y a un développement, une révolution incroyable en Côte d'Ivoire. Et il y a même un de mes responsables qui m'a demandé de vous poser cette question. Demande-lui, hein, je précise, hein, c'est à Rodrigue Tonguet, où les Ivoiriens prennent de l'argent pour développer leurs médias en termes de plateau, de contenu et les salaires. Hein. L'argent, là, vient d'où? Ben, moi, je ne suis pas patron de chaîne, donc je ne sais pas où ils prennent l'argent pour nous payer. Voilà, donc nous, on encaisse. Ce qui est sûr et certain, c'est que mes 30 années de médias en Côte d'Ivoire, je n'ai eu des retards de salaire que quand il y a eu la crise. On a eu, je crois, 2 mois de retard parce qu'il y avait la crise et on ne travaillait même pas en plus. Voilà, donc après, il y a des médias qui ont des problèmes aussi. Hein. Il y a des médias que je ne vais pas citer qui enregistrent voilà, il y a des médias qui enregistrent des mois et des mois sans payer leur personnel. Après, les animateurs et animatrices, ils vont plus pour la visibilité et l'audience, pour développer leur gombo derrière, quoi. Mais je pense que l'avantage de la Côte d'Ivoire, c'est d'être arrivé après le Cameroun. Mais ce retard n'est pas aujourd'hui si important que ça. Moi, j'ai regardé par exemple là au salon, le matériel que les médias ont. C'est pas du jeu, c'est pas du matériel réchauffé. Il faut le leur dire parce qu'ici on a un peu un complexe, on est complexé par rapport à ce qu'on regarde en Côte d'Ivoire ces derniers temps en termes de talk show, en termes de présentateurs, en termes de qualité de programme, au point où on se dit à chaque moment qu'il y a quelqu'un qui vous parle, c'est que regardez un peu en Côte d'Ivoire, regardez, donc du coup on se sent un peu inférieur. Ben c'est à tort. C'est vrai que c'est un peuple qui sait faire les choses. La preuve, c'est que leur CAN est arrivé après celle du Cameroun, mais leur CAN a été, c'est pas à moi de parler, en tout cas tout le monde a vu, tout le monde a vu. Donc ils savent faire les choses, ouais. Non, le continent, ouais. Donc les Ivoiriens ont justement su capitaliser ces années de patience en attente de la libéralisation. Et ceux qui sont devant les chaînes sont des personnes importantes qui ont bâti donc leur réputation dans d'autres domaines et qui ont eu la passion des médias pour venir justement monter ces chaînes-là. C'est pour ça que vous voyez des plateaux exceptionnels, parce que pour monter une chaîne de télévision, ils sont allés chercher les meilleurs. Certains ont travaillé avec M6, certains ont travaillé avec TF1, qui sont aujourd'hui des chaînes de référence. Donc c'est la raison pour laquelle la Côte d'Ivoire a cette petite supériorité technique par rapport au Cameroun. Mais vous qui êtes de la old school, on a vu qu'on a pris des influenceurs, on a rabattu à l'antenne. Comment est-ce que vous qui êtes de l'ancienne génération, vous travaillez dans cet univers où c'est plus maintenant des influenceurs qui sont au devant de la scène, qui ont plus de visibilité et il faudrait à un certain moment que vous vous réinventez, vous qui avez une autre formation? Alors, c'est un phénomène, comme je le disais tout à l'heure, sur une autre chaîne, c'est un phénomène qu'on peut déplorer. Mais après, qu'est-ce qu'on va dire à un patron de chaîne dont la télé a besoin d'audience et qui, pour l'audience, est obligé de ramener les influenceurs? Voilà, donc les chaînes recherchent l'audience et justement pour cela, elles ont besoin de personnes qui font déjà le buzz sur la toile. Donc quand vous avez quelqu'un qui a 1 ou 2 millions de followers, il est sur votre antenne,
ah ben ma foi, il vous ramène un monde fou. Et quand on a une éducation et un style particulier, un peu nous, moi je suis de la vieille école parce que mes formateurs, mes parents sont des personnes un peu comme vous, Alain Bélibi, les Jean-Jacques Zé. Comment est-ce qu'on survit dans cet environnement-là? Parce que moi j'ai regardé vos programmes, c'est tellement agréable que je me demande comment vous faites pour survivre. Donc. Ben, moi, dans mon cas particulier, je survis parce que je suis l'ancêtre des réseaux sociaux. Donc là où eux ils font le buzz aujourd'hui, moi je faisais le buzz et le baise à l'époque. Donc ils ne font que faire ce que nous on faisait à l'époque, parler de la vie des gens, raconter toutes les palabres justement. Donc c'est pour ça qu'on a cette légitimité et cette audience. J'arrive l'autre jour à un séminaire de nostalgie et NCI donc je viens avec l'intention d'annoncer que j'arrête. Et puis les mecs me sortent l'audience du samedi et je réalise qu'on est là en termes d'audience par rapport aux autres médias. Donc je me dis, ça plaît ce style-là. Donc nous on a anticipé et on est là. Donc aujourd'hui sur toutes les chaînes de radio et de télévision en Côte d'Ivoire, il y a un bébé de rien à cacher. Justement, il y a ça partout et moi c'est avec beaucoup de plaisir que je regarde parce que moi à partir de 22h, 23h c'est mon moment le plus calme de la journée et je prends le temps. Vous avez parlé tout à l'heure de ce jeune qui a remporté un concours de dictée. C'est hier que je le suivais sur les réseaux sociaux et j'étais waouh, oui, et justement quand vous avez parlé de ça aujourd'hui. Les gens vont plus regarder les buzz des gens qui disent qu'ils ne se sont pas lavés ou de quoi que ce soit. Voilà. Alors, quand vous vous retrouvez donc au Cameroun, comme c'est actuellement le cas pour le SINAC, qu'est-ce que vous retrouvez avec plaisir et qu'est-ce que vous aimez moins ou que vous ne supportez pas du tout? Alors avec plaisir, je retrouve la nourriture camerounaise parce que je vante toujours. En Côte d'Ivoire, on a la tchéké, la banane, ils appellent ça la banane, c'est le plantain, l'igname. Après, bon, voilà, le riz. Mais ici, j'ai l'embarras du choix. C'est-à-dire que tu viens, tu manges un peu de hérou, un peu de dolé, un peu, voilà, tu vois, on prend un peu pour faire le repas, pour ne pas rater quelque chose. Ou alors on fait le programme, on dit bon, aujourd'hui je vais manger le sangabas, demain je mange ci, le soir je mange ça, ainsi de suite. Donc la diversité culinaire est impressionnante. Et pour moi qui suis un gros mangeur, puisque je n'ai pas encore l'âge pour boire, fumer et être pédé. Surtout pas. Je n'ai pas encore l'âge pour boire, fumer et être pédé. Donc je me rabats sur... non, c'est quelqu'un qui me disait, il ne faut jamais dire jamais. Il faut dire pas encore. Pas encore. Donc là, je me rabats sur la nourriture. J'adore manger. La preuve, j'ai ma grossesse là. La grossesse. Donc j'aime manger. J'aime manger et quand je vais au Cameroun, j'aime manger. Par contre, ce que j'aime pas, cette mentalité de vouloir toujours détruire les autres, de vouloir toujours tirer les autres vers le bas. Et je constate, c'est vrai qu'elle a un peu changé, mais quand je vois par exemple au SINAC, tous ces médias qui ne viennent pas parce qu'ils estiment que Yolande Bodion vient d'arriver et ce n'est pas à elle de faire un événement lié, mais si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire, ayez l'humilité de dire, bon voilà, elle a lancé quelque chose de bien, on va la suivre. Et vous serez même grand en suivant quelqu'un qui est tout petit, qui arrive et qui vous donne qui compense un manque. Voilà, en Côte d'Ivoire, l'événement qui rassemble les journalistes, le gala de l'UNJCI, a, je crois, 25 ans ou je ne sais pas combien d'années d'existence. Voilà. Et à cette occasion, tous les médias sont là. Tous les médias sont représentés. Donc, c'est un autre débat. C'est une autre émission aussi. Comme ce n'est pas une émission de coup de gueule, je vais laisser Lille faire son émission sympa où tout est policé. Je sais qu'au montage, on va enlever tout et tout. Je n'enlève rien. Vous êtes vaincus si vous enlevez ça. Je peux vous rassurer que je suis un esprit libre et ça, même mes patrons le savent. Donc, il n'y a pas de... Et vous ne supportez pas... Non, notez, rassurez-vous. Vous ne supportez pas quoi du tout? Alors, je ne supporte pas ça, justement. Cette méchanceté qu'on a. Voilà, on va voir le frère caméraman sur Canal 2. Vous priez davantage pour essayer de toucher les esprits de ces patrons et patronnes de médias pour qu'on puisse fédérer nos énergies pour avancer ensemble. Accompagnez-la, accompagnez-la, ça vous coûte quoi? Vous avez accompagné des événements de merde, des fois. Donc accompagnez-la,
venez. Ben oui, des événements de... Oui, non mais c'est vrai, il y a des événements qui n'en valent pas la peine. Un événement comme celui-ci qui rassemble, en plus, déplacer des gens importants des médias. Moi, je suis rien, c'est vrai, je suis chez moi en plus. Donc, je n'ai aucune fierté à dire que je suis venu à un événement comme celui-là. Mais des gens comme Robert Brazza, comme Abdul Kaba, comme Tchèque Ivan, comme Taïou, voilà, comme Kadi, la comédienne de Bobo Diouf, comme comment s'appelle, Annie, voilà, Annie, tout ça, toutes ces personnes qui sont venues l'année dernière, Willy Dombo. Oui, avec un parrain qui est Mactar Sylla. Mactar Sylla. Qui est une sommité. Voilà. Donc ils viennent, c'est quand même, c'est comme si on prend des avions, on traverse des frontières, on traverse des barrages de police, des tracasseries aux aéroports, alors qu'il y a des gens qui n'ont qu'à prendre leur belle voiture et à venir et qui ne viennent pas. On espère qu'à la 3e édition, ça pourra véritablement J'espère que mon message sera entendu, même si on n'entend rien dans ce pays, ça rentre. Non, ça dit que progressivement, surtout quand on est dans une dynamique où les mentalités changent, les comportements changent, on espère que, c'est vrai que c'est lent, ce n'est pas au rythme souhaité, mais véritablement un peu comme l'édition de l'année dernière, c'est pas comme cette édition et ça ne sera pas forcément... Seigneur, touche leur cœur. Amen. Alors, qu'est-ce que vous pouvez souhaiter à ces jeunes qui s'intéressent aujourd'hui à faire de l'animation un peu comme vous ou un peu plus comme vous? Parce qu'on a remarqué aussi cette plainte qu'il y a beaucoup d'animateurs qui n'écrivent pas, qui ne préparent pas leurs émissions, qui se retrouvent à l'antenne en train de vouloir faire du Yves Dembélé, de faire du Claudie Siard, du Léonard Châtelain, du Siri Bojico, sans forcément maîtriser les bases, mais veulent être stars. Alors, moi, ce que je peux recommander à ces jeunes qui veulent embrasser notre métier, déjà vous dire que ce n'est pas un métier rentable. Nous, on a commencé en 93 avec 50 000 francs de salaire. On a grandi parce qu'on a eu le brain, l'intelligence. À cette époque-là, j'avais ramené mes frères et sœurs, alors que mes parents n'avaient pas demandé, puisqu'ils étaient des hauts fonctionnaires. C'est moi qui ai voulu leur prouver que ce métier peut permettre de vivre, de gagner son pain. Donc j'ai ramené mes 2 frères et ma sœur à Abidjan, école privée, 600 000 francs au moins. Ça, c'était donc avec un salaire de 50 000, tu te dis, je vais me battre sans rentrer dans les vices et les bassesses. La drogue, l'alcool, l'homosexualité, voilà, les loges et tout. Tu te bats pour réussir avec la volonté de Dieu. Tu réfléchis, tu passes ton temps à concevoir des choses, à les réaliser et puis à pouvoir tenir le pavé. Donc c'est comme ça que petit à petit, on a réussi à monter. Donc aujourd'hui, si un jeune va vers les médias, il faut qu'il considère que c'est sa passion, mais derrière ça, il faut qu'il ait un vrai métier. Voilà, donc, ou alors, un autre métier. Il y a des gens qui ont 2 casquettes. Tu as des gens qui sont banquiers, mais qui savent chanter ou qui savent peindre, ainsi de suite. Donc ne venez plus en vous disant, je vais gagner de l'argent là-bas. C'est vraiment dans les activités parallèles. Avoir des activités parallèles. C'est-à-dire quand tu as ta tête qu'on voit, tu peux entrer dans un bureau, proposer un projet, ça va plus facilement passer qu'un anonyme. Voilà. Deuxième chose, quand vous êtes sur les médias, ayez l'humilité de reconnaître que vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. C'est pas parce que 2 ou 3 filles vous demandent des autographes et des photos que vous allez penser que vous êtes, voilà, vous êtes la star. Et même les femmes aussi. Hein, les femmes aussi. C'est pas parce que 2 ou 3 gars demandent ton numéro de téléphone que tu vas penser que tu es la plus belle, la plus star des médias. Non. Voilà. Donc, les vrais patrons dans les médias, ce sont les téléspectateurs, les auditeurs, ces personnes qui nous regardent, qui nous jugent. Ce sont eux nos vrais patrons. Troisième chose, être naturel. Beaucoup de jeunes qui embrassent ce métier viennent, je vais imiter Claudie Siard, je vais imiter Amobé Mevege de Reggaeton Mémoire, je vais imiter Robert Brazza. Non, ça peut servir pour sa manière de faire. Trouver son identité. Voilà, mais après il faut devenir ce qu'on est. Si tu es Yves, tu es Yves. Voilà, donc tu dois rester toi-même. Et il faut que demain, des jeunes aussi t'imitent. C'est ce qu'il faut se mettre en tête. Voilà. Comment vous voyez l'audiovisuel de demain? L'audiovisuel de demain, ce sera sur nos téléphones. Hein. Ce sera sur nos téléphones. Ouais. Voilà, les gens vont choisir ce qu'ils voudront regarder. La mort du traditionnel alors? Les télévisions ne serviront plus à rien, à part aux enfants qui ont envie de jouer aux jeux vidéo sur les écrans. Ce sera dommage quand même que les médias traditionnels puissent mourir. On va vers ça. Hein. Il faut se réinventer. Mon fils, il a 25 ans, 26 ans cette année. Il allume sa télé que pour jouer aux jeux vidéo. Il ne sait pas ce qui se passe dans le monde. Et vous avez pas mal les pincements en tant que les garants de ce qui est traditionnel. Qu'est-ce que je vais faire à 26 ans? Je ne vais pas aller derrière lui mettre Canal 2. Il regarde ça. Non, lui, il est dans ses jeux vidéo. Et puis, c'est
c'est documentaire, des choses comme ça. Tu célèbres 35 années quand alors Ben écoute... On va faire des déplacements ou c'est ici, on peut commencer la célébration ici au Cameroun, avant d'aller en Côte Mais d'Ivoire. c'est là, je les ai célébrés là. J'ai reçu un prix d'ailleurs des mains de la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, que je profite justement de votre micro pour la remercier. Madame Ouattara, que je remercie infiniment, Dominique, qui a toujours été là dans mes moments de joie, mes moments pénibles. En 2021 notamment, où j'ai subi une cabale extraordinaire, profitant bien sûr d'un moment de légèreté, je dis, et je l'assume. Voilà, on tire toujours des leçons de la vie. Je suis revenu plus fort, c'est vrai, mais donc avec toutes ces personnes que je ne vais pas citer ici, elle a été là, les conseils, le soutien, voilà, le soutien sur toutes les formes. Voilà, donc elle m'a remis un trophée que je garde précieusement. Et voilà, merci aussi à tous ceux qui nous donnent des conseils, nous suivent. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, à Abidjan, dès que vous tournez l'aiguille de votre radio, vous êtes sur un autre radio. Ouais, tu vois, c'est fini l'époque où il y avait RFI ici, Africa numéro 1 là. C'est mort, hein, maintenant tu tournes. Et puis il y avait le poste national et puis la CRTV bien après. Maintenant tu tournes même un peu comme ça. C'est fini. Tu es déjà sur notre radio. Donc quand tu as de l'audience avec cette diversité radiophonique, tu ne peux que dire vraiment Seigneur, merci. Et ça me permet de prendre votre secret. On a vu justement, parce qu'on l'avait évoqué, je ne voulais pas venir là-dessus, un moment où vous avez été très mal. Quand vous avez pris la force où pour vous relever? Parce que d'autres personnes ne se relèvent pas. C'est-à-dire que parce que quand il y a toute cette cabale, hein, d'autres personnes ne réussissent pas à se relever, sombrent et se disent « Ok, ma carrière, c'est bon là, c'est terminé ». Et nous, on avait eu peur pour vous, on a tellement prié pour que les choses reviennent. Alors, comme je dis souvent dans la vie, il faut s'en remettre à Dieu. Ça a été un moment très difficile pour mes proches et ceux qui m'appréciaient, ceux qui m'aimaient. Mais j'étais zen, c'est bizarre, parce que je me disais, qu'est-ce que je fais de mal, à part cette minute où ma fille a été violée. Voilà, à l'époque, j'ai aidé une fille qui est revenue de Libye, qui a été violée par 12 Libyens. Donc le viol, c'est la chose la plus horrible. Je suis sorti avec des filles violées. La relation avec ces filles est difficile, jusqu'au jour où elles vous avouent qu'elles ont été violées. Donc tu la vois, tu penses que c'est une fille folle, mais elle est traumatisée par ce qui lui a été arrivé. Donc j'étais tranquille avec ma conscience parce que je savais que je n'allais jamais inciter quelqu'un à venir violer. Ça veut dire que j'incite les gens à venir le faire sur mes filles. J'ai 2 filles. Voilà. Donc quand ce truc est arrivé, j'ai été ébranlé, c'est vrai, de voir que ça venait de proches de moi, des gens proches de moi. Avec le temps, donc la justice m'a blanchi, 2 mois ou 3 mois après. Moi, j'avais décidé de ne plus jamais toucher à une télévision, une radio. Je me disais, c'est fini. Comme il y a des personnes qui ne veulent pas me voir, je m'en vais faire mes trucs de paysagiste qui marchent très bien. Et c'est cette force que les gens m'ont inculquée, les prières, les messages. J'ai pris mon téléphone le lendemain du jour où j'ai été condamné, avant donc d'être blanchi. J'ai pris mon téléphone. J'ai vu en WhatsApp que j'avais plus de 3000 messages. Je me suis dit, c'est sûr que dans ces messages, il y a au moins 2500 messages d'injures. Mais j'ai quand même pris la peine de lire les messages. C'était des messages de soutien, des messages bibliques. La plupart des gens te disaient, Dieu t'a donné un fardeau, il sait que tu vas pouvoir le supporter et tu seras plus fort après. Et c'est ce qui s'est passé. Je vais raconter l'histoire parce que j'ai eu des soutiens. La caution, par exemple, disons l'amende qu'on m'a infligée, il y a au moins 3 femmes qui m'ont aidé à payer cette amende, alors qu'au final, quand j'ai été blanchi, ça ne servait plus à rien. Le truc qui m'a marqué, c'est un jeune qui vendait de l'eau à un carrefour, à un feu. Je suis passé par là par hasard, parce que je me suis trompé de chemin, et j'arrive, je vois ce jeune, il vient vers moi. Il me dit, vieux père, on a prié pour toi, on t'a soutenu, vieux père, on a pleuré, on était touchés et tout. Vieux père, je n'ai rien à te donner. J'ai vu qu'ils t'ont infligé une amende. Je ne peux pas donner, je n'ai pas d'argent à te donner, mais je donne l'eau parce que l'eau c'est la vie. Tu vois, ils vendaient les sachets d'eau. J'ai pris le sachet d'eau. Et pour qu'il ne pense pas que j'allais jeter, j'ai bu le sachet d'eau devant lui, le petit. Tu vois, et j'ai avancé à 50 mètres après, j'ai commencé à pleurer
parce que c'était un geste fort. Tu vois, un enfant qui vend de l'eau pour vivre et il te donne son eau. Tu vois, et ça, ce sont des signes forts, tu vois. Et ces femmes aujourd'hui, ces activistes, on est amis, on travaille ensemble. Voilà, elles ont fait un colloque pendant 3 jours. J'ai participé à 2 jours de colloque. Et à la fin du colloque, elles m'ont tendu une enveloppe. Comme je connais l'argent, je pense que ça devait être 3 millions à peu près. Elles m'ont tendu l'enveloppe. J'ai dit non, je suis venu ici pour apprendre et pour vous montrer que je ne suis pas, je ne rame pas à contre-courant de votre combat. Moi aussi, je lutte contre le viol parce que c'est grave d'arracher à la femme sa dignité sans qu'elle l'ait donnée. Tu vois ce que je veux dire? Moi, quand une femme me dit non, après, tu peux insister un peu parce qu'il y a des femmes qui disent non, oui. Oui, c'est pour là, un peu comme les nuits comme ça. Mais si elle est braquée, attends, tu es comme ça. Bon, donc, parce que justement, c'est ça qui prête à confusion. Mais anyway, je ne pouvais qu'être avec elles, ces femmes. Et quand elles ont découvert qu'on menait le même combat, et là, elles m'ont... Voilà, aujourd'hui, on est en très bonne intelligence. Alors, on a terminé ce programme. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter donc pour sortir? Ben, écoute, moi, me souhaiter la santé. C'est le plus important, c'est la plus grande richesse, la santé. Et beaucoup d'autres années pour profiter de votre riche expérience. Voilà, c'est la santé qui fait tout ça. S'il y a la santé, il y a la vie. Donc, et puis merci pour l'invitation. J'aime ce genre de moment où on se lâche un peu. Voilà, en tout cas, merci à toute l'équipe technique. Merci, mon gars. Rassurez-vous, c'est comme ça que je suis. Hein. C'est-à-dire que je suis pas... C'est bien. Déjà, je les vois là, ça peut être tes grands-pères. Oui, c'est Emmanuel Biviarca, voilà. René Djobou, le directeur de production, lui, voilà. Le réalisateur. Il y a Calvin Tekam, le monteur. C'est une petite, magnifique équipe. C'est une grâce d'avoir ces personnes dédiées et dévouées pour l'émission. J'espère que vous n'êtes pas ennuyés. J'espère que vous n'êtes pas ennuyés. Hein. D'accord. Que dis-je alors? Merci beaucoup, merci énormément. Bon retour en Côte d'Ivoire. On espère qu'on sera là de ce côté-là pour vous apporter encore plus d'énergie. Tu es la bienvenue en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, ça a été un plaisir d'être des vôtres ce samedi encore sur Canal 2 International. Je reviens avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine avec un autre invité aussi sympathique que notre Yves de Mela à nous. Bonsoir.